Quatrième stat du jour, un joueur qui n'est plus aux Wizards. Est-ce que tu avais aussi des stats sur lui? Ah ouais, je l'ai pas fait du coup. Bah, Ouais, vu mais qu'il était dans plus ce... bizarre, oui, non, mais t'as raison, parce que sinon tu le fais jamais, mais vas-y. Danny Avdija, du coup. Denny Avdia, effectivement, parce que il est parti des Wizards, mais Plus. déjà, ça fait partie du bilan 2024, il faut qu'on en parle. Mais, donc oui, mon chiffre, moi, c'était 16,1. Ben justement, c'était le fameux shooting foul percentage, donc le pourcentage de fois où il provoque une faute pendant une tentative de tir. Donc vraiment la provocation de faute. Et donc 16,1, déjà c'est un score qui est très bon. Alors pas au niveau des tout meilleurs qui sont autour des 20% pour les non big. Enfin, pour l'élite de l'élite, hein, je veux dire, mais par contre, tu vois, pour les non-big, c'est quand même 7ème de NBA, 16%. Ouais. Donc, pourquoi les non-big? Parce que voilà, quand t'es proche du panier et que tu joues pour des dunks et pour des lay-ups, forcément, t'as des standards plus élevés. En tout cas, pour les non-pivots, c'est quand même 7ème de NBA, donc c'est quand même très bon, même si c'est pas au niveau des 20% ou 22% parfois de Jimmy Butler ou Harden. Mais c'est très bon et surtout, c'est une énorme amélioration par rapport au début de carrière où, tu vois, il a fait 3 saisons à 6%, 8%, 12%. 12%, c'était déjà pas mal. Et donc là, on est passé de 12 à 16%, carrément, pardon, j'arrive plus à parler. Donc on est passé d'un score pas mal à un score élite, clairement. Et ça se voit aussi, il y a des répercussions immédiates, puisqu'en termes d'efficacité, on est passé d'un joueur qui était à 1,07 points par tir à aujourd'hui 1,20. Donc on est passé d'un joueur qui était moins efficace que la moyenne à un joueur qui est plus efficace que la moyenne et qui est assez efficace même tout court. Enfin voilà, un très très bon score, assez satisfaisant, sachant que dans le même temps, son volume a augmenté. Donc, il y a ça aussi. Il est passé de 17 à 20% d'usage, donc c'est pas non plus une hausse énorme, mais bref, il a quand même amélioré son efficacité parce que plus de fautes, plus d'agressivité pour aller au panier, et pour provoquer des fautes. Donc ça c'est évidemment des points très rentables. Et puis, de l'autre côté, pourquoi la saison est également aussi bonne en efficacité? Parce que les 3 points sont rentrés cette année. 37% à 3 points, alors qu'en carrière, on était plutôt sur du 30, 31, 32. Bref, donc voilà. Et donc, on a un joueur qui, à mon avis, est extrêmement intéressant et je trouve ça dommage qu'il s'en soit séparé, pour le coup, les Wizards cet été. Je pense que c'est aussi une question salariale, peut-être, étant donné que, voilà, draft 2020, je crois, de mémoire. Donc là, on est arrivé à la free agency bientôt. Enfin, bref. Et il est déjà re-signé, hein. Oui, c'est vrai, en plus. Il a déjà son contrat dégressif, donc le contrat est bon en plus, hein. C'est 15, 14, 13, 19, 11, je veux dire. Il l'avait signé en prolongation anticipée, hein, si je dis pas de bêtises, l'été dernier, en fait. C'est ça. Voilà, donc en plus, c'est là où le choix, je le comprends d'autant moins, c'est que tu le prolonges de manière anticipée. Ouais. Donc, après, oui, c'est que tu veux le garder, hein, si t'attends pas la free agency. Et en fait, ensuite, tu l'échanges. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a peut-être du hors-terrain, de l'entente GM, j'en sais rien. Ouais. Hein. Mais c'est dommage parce que c'était une pièce qui était devenue, je trouve, extrêmement intéressante. Il a encore que 23 ans. Cette année, ouais, il a 23 ans. Et c'est un mec qui, défensivement, est extrêmement solide. Peut-être pas forcément en termes de défense off-ball, mais déjà on-ball, il y a une très très grande polyvalence avec, comparé à Koulibaly, tu vois, il a de la puissance, lui, déjà. Il est plutôt assez épais, donc il peut déjà être mis sur des postes un peu plus gros et bien tenir. Donc défensivement, c'est très bon. Et puis donc cette année, il y a l'efficacité. Il y a l'agressivité pour aller au panier, il y a la taille aussi au niveau des finishes et des cuts, il y a le shoot aussi, donc cette année un peu de pull-up aussi, et puis il y a le passing aussi. Il y a le passing que moi j'aime beaucoup. On a un joueur très intelligent qui est à 0,8 de ratio de playmaking. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'assist percentage divisé par l'usage percentage, le nombre de passes que tu fais c'est relatif à ton nombre de ballons. En français c'est mieux. Et le chiffre en soi on s'en fiche, mais sachez que c'est autour de Donovan Mitchell par exemple, en termes de à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons, autour de Zion, autour de Jalen Johnson, qui est un bon passeur aussi à Atlanta, pour le coup, à Fernie Simmons, Brandon Ingram aussi, qui est connu comme un bon passeur, en tout cas un passeur équilibré, scoring passing. Bref, vraiment, pour moi, c'était une des grosses, si ce n'est la grande satisfaction de cette saison. Et finalement, ils l'ont échangé, donc un peu dommage, mais je trouve une saison extrêmement encourageante pour un ailier de 23 ans, très polyvalent, qui peut un peu toucher à tout et bien y toucher en plus. Bah clairement, et ce qui est intéressant, tu vois, dans le revirement un petit peu de l'efficacité, que ce soit général ou capacité d'avoir plus de fautes, c'est que son régime de tir, il a un peu changé. Ils l'ont quand même pas mal rapproché du cercle, avec plus du coup le volume au cercle a aussi augmenté, ce qui peut expliquer potentiellement qu'il a le plus souvent lancé franc et moins de 3 points. Donc il y a aussi tu vois, je pense que c'est un joueur qui est dans la bonne direction de l'apprentissage et de mieux utiliser ses forces. Donc, bon, moi j'ai été assez surpris du trade vers Portland, mais de ce que j'ai cru apercevoir ou lire, c'est qu'il y a un mec du front office de Portland qui faisait déjà un petit peu de
lobbying, en tout cas autour de son profil quand il était un prospect. Donc à quel point c'est aussi pas Portland qui a vraiment bien poussé pour aller le chercher, parce qu'au final il récupère pas du potentiel, mais il récupère Brogdon qui lui, du coup comme Valanciunas, pourrait être échangé d'ici février parce qu'il aura une grosse valeur pour un contender. Donc bon, à quel point c'est pas ils ont pas vu un gros potentiel et ils ont préféré du coup s'ajouter encore plus de flexibilité financière avec des profils qui seront échangeables au courant de l'année. Donc on va voir. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que tu as l'impression d'avoir tu vois, on parle des joueurs sans compromis. Là, si le shooting tient, tu commences à avoir de moins en moins de compromis sur un profil comme le sien, à part que du coup, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de ballons, quoi. Bon, après, Brogdon, faut pas non plus trop tarder, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, déjà l'an dernier, on se disait ça, Brogdon, en plus, il a 30 ans, des soucis de blessure. Voilà, si tu veux faire du Russell, il faudrait le faire maintenant, quoi. Enfin, faut pas tarder, en tout cas. Mais non, alors l'échange, en effet, il y a un choix de draft, comment il s'appelle, Carrington, Buddy Carrington, je crois, qui est parti aussi, je crois, à Washington. Il y a aussi un deuxième tour de draft, il y a aussi un premier tour de draft 2029. Il y a aussi encore un deuxième tour de draft en 2030, tout ça envoyé pour Deni Avdija. Bon, l'histoire, c'est que c'est Mike Schmidt, en fait. Je sais pas si tu connais, toi, Mike Schmidt, qui était l'ancien de Draft Express. Il fait partie des deux de Draft Express qui ont été sauvés, qui ont été rachetés par ESPN. Donc l'autre, c'est Jonathan Givony, qui est le chef de Draft Express. Et Mike Schmidt, c'est celui qui faisait tous les rapports vidéo, tu sais, les scouting vidéo, c'était Mike Schmidt. Et en effet, c'est un peu marrant alors lui était un très grand fan de Deni Avdija, donc je pense que c'est peut-être aussi lui qui a fait ce lobbying là pour le coup à Portland. Donc oui, c'est un joueur qu'il aimait beaucoup. C'est marrant de voir que Mike Schmidt alors tant mieux pour lui, hein, mais il a quitté le monde des médias pour ça et pour une place assez intéressante parce que en effet c'est lui aussi qui était très fan de DeAndre Ayton et du coup ils ont fait le trade, ils sont allés chercher Ayton, donc voilà. Mais je pense qu'en effet Mike Schmidt a bien aidé peut-être à faire ce trade, mais ce que je veux dire c'est que malgré ça, tu dis oui, il y avait un mec là-bas, et donc en l'occurrence Mike Schmidt qui était fan. Bon si je suis je sais pas moi, si je suis Orlando et que j'ai un mec qui est fan de Jokic, est-ce que ça veut dire que Denver va le lâcher, Jokic? Non, mais peut-être que... non, donc, je comprends plus Portland que Washington, dans tous les cas, sur le trade, oui, c'est sûr. Non, je dis ça pourquoi ? Parce que si Washington était vraiment satisfait et voulait le garder, ils auraient pu le garder aussi, quoi. C'est dans ce sens-là que je dis. Oui, enfin, Portland peut être fan et faire une offre. Et l'offre était conséquente, en effet. Mais voilà, bon, Washington, si tu l'aimes, tu peux le garder et dire non, mais nous on l'aime bien, il a 23 ans, il est très bon, il fait partie du noyau dur, on aurait pu le garder, quoi. Donc, un peu déçu pour le coup de ça de la part de Washington parce que voilà, la saison un peu de l'explosion, hein, mine de rien, même si ça passe un peu sous les radars parce que c'est Washington. Mais voilà, on a pour moi la concrétisation d'un joueur qui, à mon avis, va être un excellent joueur dans pas mal de très bonnes équipes durant les 10 prochaines années. Un peu touche à tout. Alors, élite, nulle part, c'est peut-être ça aussi. Et surtout à surveiller, c'est à quel point est-ce que la bonne saison au shoot est pour de vrai ou pas, pour le coup, parce que, comme dit, bon, le petit pull-up, il a toujours un peu eu, hein, le petit pull-up autour du panier ou même un long tir à 2 points. Voilà, ça, il a toujours été un peu capable, mais le 3 points, c'est vrai que 37% cette année, comparé à son historique, c'est une anomalie. Mais à quel point est-ce que c'est une anomalie stat, un peu le hasard, aléatoire, ou est-ce que c'est pas juste aussi une progression ? Ça on verra par la suite. Mais si le shoot à 3 points se confirme, même si c'est petit volume, mais un shoot à 3 points en catch and shoot au niveau de la moyenne ou un peu plus, c'est génial, quoi, parce qu'il t'apporte de la défense, du passing et un peu tout ça, quoi. Ouais, à voir. Mais si ça se trouve, le shoot, je me rends pas compte à quel point, surtout que l'efficacité est montée, mais le volume a diminué. Donc difficile à s'assurer du bon niveau. Mais comme il y a toujours eu le pull-up et les pourcentages sont pas délirants non plus, il y a peut-être un shooter au moins viable sans être élite. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.